Les objectifs du groupe, c'est de regrouper les gens qui sont atteints de la neurofibromatose de type 1 ou de type 2 afin de briser l'isolement. J'ai été diagnostiquée avec la neurofibromatose à l'âge de 15 ans. C'est une rencontre avec le médecin qui voyait que j'avais comme un petit neurofibrome sur le bras, mais il ne savait pas exactement ce que c'était. C'est une maladie du trajet des nerfs. C'est neurologique. Puis c'est comme un court-circuit qui se fait. Ça fait que ça fait sortir un fibron. C'est à peu près tout ce que je sais là-dessus, là. Elle va comme évoluer plus gravement et après ça, elle va encore s'estomper. Donc, c'est pour ça que que je dis que c'est une maladie sournoise. Mes parents sont pas atteints pantoute. Je suis le seul dans la famille ou parenté qui a ça. Pendant la maladie, ma mère, c'est pas ça qu'elle a découvert qu'elle aussi était atteinte. Elle a beaucoup de boutons dans la figure. Pour elle, c'est que qu'est-ce qui fait mal au cœur, c'est que ses 3 enfants qu'elle a eus sont atteints et ses petits-enfants, il y en a 2 atteints aussi. C'est ça qui crève le cœur. La neurofibromatose tient son origine d'une altération au niveau de gènes spécifiques. NF1 dans le cas de la neurofibromatose de type 1 et NF2 dans le cas de la neurofibromatose de type 2. C'est un changement dans le code génétique. Okay, le code génétique où on voit les gènes comme toute une séquence de lettres. Par exemple, si on prend le mot maison, puis on change le M pour un R, ben ça devient raison, ce qui était un autre mot totalement différent. L'altération génétique peut être héritée, c'est-à-dire qu'un des 2 parents a le gène altéré et va le transmettre à sa descendance. Lorsqu'il n'y a pas de cas dans la famille, la première personne dans une famille à avoir la neurofibromatose, on va dire que c'est une nouvelle mutation. Une des particularités qui est peut-être intéressante à mentionner, c'est que le gène NF1 est un des endroits dans le génome, dans l'ensemble des gènes d'une personne, où le taux de mutation est le plus élevé. Donc, ça explique peut-être pourquoi la neurofibromatose de type 1 est aussi fréquente et que là-dessus, il y a quand même une proportion d'à peu près 50% de nouvelles mutations. On a déterminé que NF1 et NF2 étaient des gènes suppresseurs de tumeurs. Donc ça, c'est des gènes qui empêchent que les tumeurs cancéreuses se développent. Ils empêchent aussi possiblement la formation de tumeurs bénignes. Le fait que ces gens-là ont un gène suppresseur de tumeurs qui est altéré. Il y a effectivement un risque augmenté de développer un cancer chez quelqu'un qui souffre de neurofibromatose, soit de type 1 ou ainsi de type 2. Ce qui caractérise la neurofibromatose, principalement la neurofibromatose de type 1, c'est la variabilité, ce qu'on appelle la variabilité phénotypique. Phénotypique, ça c'est l'expression de la maladie. Donc, la façon dont l'altération génétique va s'exprimer varie beaucoup. C'est définitivement un des aspects qui est parmi les plus difficiles pour les patients avec la neurofibromatose parce que on ne peut pas prédire comment la maladie va s'exprimer ou comment l'altération génétique va s'exprimer. On peut avoir à l'intérieur de la même famille, c'est-à-dire avec la même altération génétique, une variation absolument incroyable. J'ai détesté cette maladie du moment que je l'ai eue jusqu'à l'âge d'environ 20 ans. Partout où j'allais, il y avait quelque chose, un événement qui arrivait pour me rappeler que j'en étais porteur. À l'école, les professeurs se demandaient de l'un à l'autre si je me lavais à cause de mes taches, signe évident de la maladie. Les filles me repoussaient toujours et je pouvais sentir leur dégoût face à moi. Tout ceci m'a rendu triste pendant plusieurs années. David, 28 ans. Je veux juste dire que
J'ai des taches café au lait, j'ai des petits neurofibromes et je dois aller au médecin comme 2-3 fois par année. Puis pour moi, c'est juste ça. Souvent aussi, c'est qu'on peut avoir des neurofibromes qui se développent à l'intérieur, au niveau des nerfs, ou le trajet des nerfs. Le plus, c'est j'ai une scoliose. Ça a affecté les hanches un peu. J'ai mal beaucoup dans le dos. À tous les jours, j'ai une douleur. Des fois, c'est plus fort, des fois, c'est moins fort. Je me cognais partout. Donc, ça a commencé comme ça pour finalement découvrir avec les médecins, avec de nombreux médecins, que j'avais une perte de vision due à ce qu'on appelait à l'époque une tumeur au nerf optique, pour aujourd'hui là, parler plus en détail d'un gliome optique. J'ai été opérée pour une tumeur au rein droit. Puis 3 mois après, ils m'ont ôté une autre tumeur que j'avais sur la colonne de la thyroïde. On a aperçu que j'avais une tumeur de la même sorte que sur le rein. Ils l'ont opérée. Puis 5 ans après, ils m'ont opéré pour une tumeur sur la colonne vertébrale accrochée à la moelle épinière. Aujourd'hui, mes symptômes, j'en ai pas. Tout va bien. Tout va numéro 1, j'ai pas de problème en nulle part. On pensait qu'il y avait plusieurs formes de la neurofibromatose parce que la classification était faite selon la présentation clinique ou physique. Ce qui nous a aidé beaucoup, c'est que depuis qu'on a pu étudier la matière génétique, le ADN, on ne retrouve que 2 sortes de neurofibromatose. Ils ont toutes les deux une possibilité augmentée d'avoir du tissu supplémentaire dans le système nerveux. Les signes que nous utilisons comme cliniciens pour faire le diagnostic de la neurofibromatose sont bien établis par l'Institut national de la santé aux États-Unis. Ce qui est le plus fréquent, c'est des taches café au lait bien définies qu'on retrouve sur le corps. Et ça, c'est la première signe qui apparaît dans la vie. Alors que souvent, chez les enfants, c'est le seul critère qu'on va retrouver. Mais à fur et à mesure, avec l'âge, il va y apparaître d'autres signes. Comme des nodules dans les yeux qui s'appellent les nodules de Leach. C'est des taches qui sont dans les yeux, seulement des taches pigmentées qui confirment le diagnostic et qui sont présents de plus en plus lorsqu'on vieillit. Il y a aussi les neurofibromes qui sont des petites bosses sur la peau ou sous la peau. C'est une signe encore une fois, qui apparaît en vieillissant aussi. Comme la présentation de la neurofibromatose peut être très variable, au cours de la vie, ça peut être et on peut avoir des gens qui n'ont presque pas de complications, comme on peut avoir des complications importantes. Il y a quand même 2/3 des gens qui sont atteints de la neurofibromatose qui n'auront jamais une conséquence importante. S'il y a des complications qui sont déjà là, il est possible qu'ils s'aggravent dans les périodes qu'on peut dire les périodes hormonales de la vie, la puberté, la grossesse. En vieillissant, les enfants sont souvent de petite taille, peuvent avoir des difficultés d'apprentissage et donc il peut y avoir beaucoup d'effets sur eux. Entre 40 et 50% des enfants qui sont atteints d'un trouble d'apprentissage. Je remarque que ce n'est pas nécessairement grave, ça peut être très léger. Ceux qui sont graves, souvent, sont dépistés en première année. Ce que nous avons découvert dernièrement, c'est qu'il semblerait que l'architecture du cerveau est un peu différente. Ça veut dire comment la texture et comment les cellules sont organisées.
dans le cerveau de quelqu'un qui a la neurofibromatose. Il est probable que la conduction des messages est différente. À ma naissance, une tache café au lait a fait dire au médecin de mes parents que c'était une maladie pour plus tard. Ils en ignoraient la nature. À l'école, j'avais beaucoup de difficultés à apprendre, surtout les mathématiques. Ma vue, ma concentration m'aidaient pas. Le verdict du professeur, paresse. À l'âge de 14 ans, une masse grosse comme une orange au mollet droit obligeait à une opération et on m'a annoncé que j'avais la neurofibromatose. Depuis mon adolescence, j'ai passé plus de temps en transport, en attente, en hospitalisation, en test qu'à la maison. Mario, 46 ans. Au secondaire, ben là, il y a aussi quasiment tous les jours, je me faisais crier des noms, je me faisais traiter de monstre, de mongol, d'arriéré mental. Puis, j'ai souvent pleuré par rapport à ça. Vu qu'on avait des problèmes d'apprentissage, nous autres, avec ça, c'est du côté de mon père qu'on était communarisés de la famille, la honte qu'on pourrait dire de la famille, étant les seuls qui ne réussissaient pas à l'école. On a toujours été mis de côté, on a toujours été abaissés. Après maternelle, à la 3e année, j'ai pas eu de problème. Mais après, j'ai eu de la misère. Les profs n'ont pas voulu m'aider. Et les élèves me traitaient de stupide, puis tout ça. Ça a duré juste en secondaire 3. Puis maintenant, je suis encore dans une nouvelle école. Mais là, ça va vraiment beaucoup mieux. Les profs m'aident, ils sont là pour m'aider. Et j'ai des vraiment bonnes notes. J'ai pas eu de difficultés liées à la neurofibromatose à l'école. Je me suis bien intégrée. Ma mère, au primaire, m'a envoyée à une école artistique. Puis au secondaire, les gens sont beaucoup plus compréhensifs qu'au primaire. Les grosses difficultés dans l'apprentissage que j'ai, c'est surtout en mathématiques cette année. C'est ça, mais à part ça, je travaille plus fort, mais j'en ai pas tant que ça. Les difficultés des enfants qui ont la neurofibromatose sont de divers ordres, pas juste des difficultés d'apprentissage au niveau disciplinaire, ils ont des difficultés aussi au niveau des habiletés sociales qui rend difficile des fois la communication avec les autres élèves. D'autres difficultés sont d'ordre visio-spatial aussi, qui peuvent occasionner des difficultés en lecture, en écriture et en motricité, tandis que d'autres ont des difficultés d'attention. À la CSDM, on a pensé à une approche un peu différente, qui est beaucoup plus globale. On va s'intéresser, oui, aux problèmes pédagogiques des élèves, mais on va aussi s'intéresser à toute la dimension familiale, le monde médical. On n'a qu'une seule personne qui va s'occuper de la clientèle neurofibromatose. Cette personne-là, ça lui permet de beaucoup mieux connaître les élèves. C'est elle qui va faire le lien entre tous les intervenants. Il y a plusieurs spécialistes intervenants auprès des élèves. Il n'y a pas juste les enseignants. Il peut y avoir des orthophonistes, des orthopédagogues dans l'école, des psychoéducateurs, des travailleurs sociaux. C'est essentiel qu'en début d'année, tous les intervenants s'assoient pour définir les objectifs à travailler pendant l'année. Même les parents doivent être impliqués aussi lors de l'établissement des objectifs, puisque ça, c'est à travailler de façon globale, autant à la maison qu'à l'école. Si les écoles étaient au courant des difficultés possibles de cet enfant-là dès la maternelle, ça serait aidant puisqu'on pourrait déjà observer, mettre en place des outils, des interventions efficaces à long terme. Souvent, je viens dans l'école pour rencontrer les intervenants, pour voir si tout va bien, rencontrer les enseignants pour leur donner des fois des outils que j'ai développés ou des informations que j'ai eues pour les aider. Les enfants qui ont la neurofibromatose peuvent être jugés pas de la bonne façon. Des fois, on peut penser qu'ils sont paresseux ou parce qu'ils comprennent pas bien leur environnement. On peut penser qu'ils sont pas motivés. Et c'est pas le cas. C'est des enfants qui comprennent pas toujours bien ce qu'on leur demande, ont des difficultés à comprendre le langage non verbal. Donc, pour eux, c'est difficile. Donc, on leur demande aux enseignants d'être tolérants avec ces enfants-là, d'être patients. Et puis d'essayer le plus possible d'adapter leur enseignement pour que ces enfants-là puissent progresser. C'est sûr que ponctuellement, je rencontre les enfants pour développer un lien avec eux et pour mesurer certaines
certaines difficultés, pour faire des tâches, pour cibler exactement là, où est la difficulté. On manque de temps. On devrait avoir beaucoup plus de temps pour faire nos interventions. On saupoudre un peu là, parce qu'on ne peut pas, on n'a pas les fonds, les ressources financières, mais c'est évident que pour un élève, je pense que l'équivalent d'un 4 heures semaine ne serait pas de trop. Là. Puis, dans le moment, on a à peu près 1h30. C'est important de donner beaucoup de sécurité à l'enfant par nos interventions, le mettre en confiance, lui faire vivre des réussites. Ça, c'est très important. C'est ce que les enseignants doivent faire aussi en classe. Je pense qu'on est très satisfait du programme qu'on a instauré, mais on voudrait aussi le voir une approche semblable à l'extérieur de Montréal. Pour Brandon, la plus grosse difficulté, c'est de capter puis de déchiffrer les messages. Mettons que quand on lui parle, ça lui prend plus de temps à comprendre qu'est-ce qu'on a à lui dire. Des consignes très simples, il peut avoir de la misère à les comprendre. Ou s'il y a trop de consignes dans une même suite, il faut vraiment aller par étape pour que Brandon puisse comprendre à son niveau. À cause de son problème de langage, son déficit d'attention, je pense que les autres enfants perçoivent ça comme un enfant à problème. Tu sais, qui est agité, il peut crier, mais c'est pas parce qu'il est fâché ou qu'il est méchant, c'est juste que des fois, il est frustré. Il va se fâcher, puis au lieu de s'exprimer verbalement, ça va sortir en cri. Moi, j'avais demandé en maternelle que le professeur explique aux enfants. En gros, les enfants, on sait tous qu'ils sont méchants quand ils sont jeunes, mais quand ils apprennent qu'un enfant qui a des difficultés, qui a besoin d'aide, mais c'est les premiers qui vont se plonger pour essayer d'aider le jeune. Puis on m'a dit que c'était pas nécessaire. Puis je fais la demande à toutes les années en espérant qu'un professeur va pouvoir voir ça comme moi puis l'expliquer aux gens. C'est difficile. T'as les rendez-vous, ton enfant qui comprend pas, il arrive de l'école, il a de la peine parce qu'il y en a un qui l'a traité de non, que lui-même, il n'a pas d'estime de lui-même. Il peut arriver puis dire que c'est un con. Il se traite de con, il se traite de nul. C'est difficile de voir son enfant vivre là-dedans. Toi, tu essaies de l'encourager, de le valoriser. Quand tu sais que, là, une couple d'années, ton enfant il était très sûr de lui, puis tu as vu ça descendre, c'est quelque chose. On a appris qu'il y avait la neurofibromatose à cause des taches café au lait qui sont apparues pour Annie. Elle avait à peu près, je vous dirais, 4-5 semaines. Et puis Charles, c'était peut-être 3-4. Que les autres, ils disent que avec les taches noires, que c'est sale, là. C'est ça qui ça me dérange. Ça me fait un petit peu de la peine que des fois, ils font des sports qu'ils aiment pendant que moi, je n'ai pas le droit. Mais ils me remplacent pour que je fasse l'arbitre. Quand on s'est rencontrés, Denis m'a dit que les fibromes qu'il y avait, c'était un signe de neurofibromatose, mais que c'était pas... Les ceux qu'il y avait à l'extérieur, c'était pas inquiétant, c'était juste les ceux qu'il y avait à l'intérieur, et puis que ça pouvait créer des problèmes d'arthrite. Bon, ça, moi, j'ai dit de l'arthrite. Pierre Jean-Jacques peut en avoir, c'est pas énervant. Mais on faisait pas avec ça. Mais on ne savait pas toutes les conséquences, on l'a su après. Avoir su qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, peut-être qu'il y aurait peut-être eu famille, je dis bien. Mais ça aurait été beaucoup plus pensé qu'aujourd'hui. Peut-être que ça aurait été avec les tests, sachant le dessus, le poids. Mais ça aurait été beaucoup plus pensé de fonder une famille. Cela me cause des ennuis de ne pas vouloir un enfant souffrant de la neurofibromatose. Je me sens toujours schizophrène parce que j'appuie le libre choix à l'avortement, le counseling génétique favorisant le droit des femmes à choisir comment elles mènent leur vie, à gérer leur corps. J'avorterais si je portais un enfant génétiquement déficient, mais je me sens tiraillée parce que la société doit inclure toutes sortes de gens. Rachel, 32 ans. Quand il est question de reproduction chez les patients avec neurofibromatose, il y a souvent un certain nombre de questions
qui sont soulevés parce qu'il n'y a pas de test de dépistage comme tel. Donc, il y a différentes façons de procéder. Bon, il y a un certain nombre de personnes qui vont dire nous, on ne veut pas d'enfants, ce qui implique l'adoption, ou fonctionner avec un donneur pour la personne qui souffre. Il y a certains couples qui vont dire bon, nous, on va prendre le risque. Prendre le risque d'avoir un enfant, puis on va espérer que la manifestation de la maladie ou son expression ne va pas être plus grave que ce que le parent a. Et puis, il y a une troisième catégorie qui sont les couples qui disent OK, nous, on ne prend pas de chance. On va aller avec un diagnostic prénatal, donc par amniosynthèse, où on va essayer de déterminer si notre enfant a la neurofibromatose ou pas. Et à ce moment-là, ils vont choisir d'interrompre la grossesse dans l'éventualité où l'enfant serait atteint. Et il y a la quatrième catégorie de personnes qui, bon, actuellement, elle est peu fréquente au Québec parce qu'on n'offre pas encore le test, mais c'est dans les plans de faire ce qu'on appelle un diagnostic préimplantatoire. En prélevant des ovules de la mère, en prélevant les spermatozoïdes du père, et en faisant une fertilisation in vitro. Et là, le diagnostic préimplantatoire permet de déterminer quels embryons seront atteints et quels sont les embryons normaux ou sains. On va pouvoir implanter chez la mère uniquement des embryons sains. C'est-à-dire des embryons qui ne développeront pas la neurofibromatose. Pour bien des parents, c'est l'option la plus avantageuse, qui est le plus en accord avec leur valeur morale ou leur valeur éthique. Actuellement, au Canada, il n'y a pas beaucoup d'endroits où c'est offert. Et les endroits où c'est offert, les temps sont longs, sont très longs. Je pense que c'est important qu'on en parle. C'est important qu'on démystifie cette maladie-là et que les gens la comprennent. Et je pense qu'à ce moment-là, après le choc visuel de voir la personne, c'est beaucoup plus facile de ne pas craindre de parler avec cette personne-là et de ne pas avoir peur de l'attraper. Je vieillis, puis en même temps, on dirait que, oups, je me rends compte que l'impact principal, c'est l'apparence. L'apparence physique, l'apparence esthétique, parce qu'il y a beaucoup de neurofibromes. La difficulté la plus grande que vit une adolescente avec la neurofibromatose, je pense que c'est sûrement le physique, parce que c'est vraiment ça, l'adolescence, c'est le physique, le maquillage, la publicité. Par rapport aux emplois, la maladie ne m'a pas vraiment empêché de fonctionner, mais je sais, lors d'une entrevue, j'ai senti le regard de l'employeur qui me dévisageait un peu et que je sais que l'emploi, je ne l'ai pas eu à cause de la maladie. Le plus décourageant en situation de travail, c'est quand tu essaies de faire de ton mieux et que tu constates qu'à cause de tes troubles d'apprentissage, il te devient difficile d'accomplir ton ouvrage. Je pourrais vous parler de plusieurs incidents. Une fois, alors que j'essayais très fort de bien faire mon travail, le boss m'accroche pour me dire « Toi, le dude-pic, tu fais toujours la même erreur. Je ne peux pas croire que tu sois si stupide. » En dedans, tu te dis « C'est pas vrai, je ne suis pas stupide et je fais mon possible. » Stéphane, 24 ans. Le handicap est un motif de discrimination interdit dans la Charte. Tous les individus au Québec sont tenus dans leurs rapports sociaux de respecter les droits et libertés d'autrui. On peut donc dire que les personnes atteintes de neurofibromatose sont effectivement protégées à titre de personnes handicapées. Ça veut dire concrètement qu'un employeur, il ne peut pas poser des questions sur l'état de santé du candidat, très important, sur les déficiences physiques que la personne pourrait avoir. Il ne peut pas poser de questions sur les hospitalisations ou les traitements médicaux que la personne a déjà eus ou que la personne a encore. Un employeur ne peut pas se justifier d'exclure une personne apte au travail pour la seule raison qu'elle ne serait pas éligible au plan d'assurance collective qui est en vigueur dans sa compagnie ou dans son entreprise.
pour toute personne ayant un handicap et qui en fait la demande, il est donc nécessaire d'adapter pour cette personne soit les méthodes de sélection, soit l'accès au lieu de travail, soit les équipements ou encore l'organisation du travail, à moins que l'adaptation ne soit une contrainte excessive pour l'employeur. Il n'y a pas d'hésitation à y avoir pour les personnes atteintes de neurofibromatose de faire valoir leur droit à l'égalité des chances en emploi en demandant, le cas échéant, des accommodements raisonnables à leur employeur. Il y a cependant des exceptions prévues dans la Charte. Une compagnie d'assurance peut refuser d'assurer certaines personnes en invoquant un risque qui échappe à toute planification financière. Alors, quand quelqu'un a l'impression qu'il est victime de discrimination parce qu'atteint de neurofibromatose, il peut s'adresser effectivement à la commission. On est 4 filles à travailler à la maternelle, alors les 4 filles avec lesquelles je suis plus proche, on se parle, on se compte nos petites choses. Alors, ces filles-là sont plus au courant comment moi je vis ça. Là. Dans le milieu de travail, les conséquences, il n'y en a pas vraiment. Là. Quand elle a à s'absenter pour un rendez-vous, entre autres, ou une consultation, bien, elle donne la date, puis une remplaçante qui vient avec nous dans l'équipe, puis on est habitués. Il y a d'autres personnes, on manque d'autres rendez-vous, ont d'autres rendez-vous qui doivent s'absenter de toute façon. Ça ne change rien. Quand j'étais jeune, mon père avait pris une assurance pour moi, que dans ce temps-là, la maladie n'était pas connue, alors j'ai pas eu de problème pour m'assurer, mais avec mon conjoint puis mes enfants, quand on a voulu s'assurer, il y a une compagnie qui ne voulait pas m'assurer. Alors, présentement, j'en ai une, mais ça a été très long, puis il a fallu se battre pour montrer que c'est pas une maladie dangereuse, puis qu'on ne meurt pas de ça. Les grands objectifs de l'association, c'est de regrouper les personnes atteintes et leurs familles, de leur donner du soutien, de les encourager à se rencontrer lors de conférences qu'on organise avec des médecins ou autres intervenants. Dans notre autre partie qui est très importante pour nous, c'est d'assurer la compréhension au niveau des médecins et aussi la compréhension au niveau de la population de cette maladie-là qui est encore si méconnue. On reçoit beaucoup de demandes au niveau Internet du Québec, mais aussi de d'autres pays. On s'est fait faire une banque de ressources au niveau de la province et puis on essaie d'acheminer les informations à nos membres qui en ont besoin. Comme on reçoit toujours de nouveaux appels de personnes qui viennent des régions, je prends exemple comme Gatineau, Chicoutimi, dans le nord du Québec. Il faut rassembler les gens entre eux pour qu'ils aient du soutien entre eux. Il faut que les médecins puissent les aider davantage aussi. Alors, on favorise des regroupements de sections régionales lorsque c'est possible. On veut continuer. Les gens nous le demandent. Le rôle du comité régional, alors la section régionale de Québec, pour être plus précis, c'est de regrouper des gens dans notre territoire. Nous collaborons à la mise sur pied d'une clinique multidisciplinaire. Alors, cette clinique-là va permettre aux familles qui viennent de l'extérieur de la région de venir à des rendez-vous dans une même journée. Si on veut consulter 3-4 spécialistes différents, ils vont pouvoir être vus, être consultés dans la même journée. Ça, c'est intéressant parce que ça permet moins d'absentéisme au niveau de l'école, par exemple, du travail au niveau des parents. Je pense que ça correspond vraiment à un besoin. Je trouve que c'est important qu'on puisse sortir avec du monde atteint comme nous autres. Ça nous met plus en confiance parce que moi, j'ai terriblement pas confiance en moi. Je sors pratiquement pas tout seul. C'est par le biais de l'association que je connais depuis une dizaine d'années, où là, ça a comme déboulé là, vers le positif, où j'ai pu rencontrer de nouveaux médecins qui connaissent la neurofibromatose. Vous voyez, moi, là, je suis à la maison, moi, je ne sors jamais. Alors, avec le groupe, on peut sortir du moins, on reste en dehors de la maison, on va se montrer aux gens, on parle avec des gens, toute la chose qui se produit, là, un bon contact familier, là, il me semble que ça fait du bien au moral pareil. La seule façon de traiter la maladie, plutôt que de traiter le symptôme, c'est d'aller corriger le problème au niveau génétique, c'est-à-dire corriger l'altération. NF1, c'est un gène qui est exprimé dans la plupart des cellules du corps,
principalement une expression dans le système nerveux, mais de l'expression au niveau de la peau, au niveau d'un paquet de cellules. Donc, non seulement il faut amener une nouvelle séquence dans toutes les cellules, mais il faut aussi l'amener au bon endroit dans la cellule. Fait que c'est toutes sortes d'étapes qui sont extrêmement importantes et pour lesquelles on n'a pas toutes les avancées technologiques pour le faire. Il y a des chercheurs formidables qui travaillent dans plusieurs laboratoires autour du monde pour essayer de savoir qu'est-ce qui se passe dans les cellules quand la neurofibromine est absente ou est défectueuse. Et ça va nous mener éventuellement au traitement. Parce qu'à date, il n'y a pas de traitement pour la neurofibromatose globalement. Nous pouvons traiter les complications séparément. Mais ce que nous aimerions, c'est de pouvoir finalement trouver un traitement qui pourrait arrêter la progression. En secondaire 3, la conseillère m'a regardé en pleine face. Elle m'a dit « Toi, je sais pas ce que tu fais à l'école. Tu finiras même pas ton secondaire. » Et je me suis quand même rendue à l'université, puis j'ai gradué avec un bac par cumul de 3 certificats. En étant plus jeune, je me fâchais, tu sais. T'en veux à tout le monde. Puis pourquoi moi qui ai ça? Là, pourquoi pas les autres? C'est dur. Mais en vieillissant, là, tu l'acceptes pas, la maladie, tu apprends à vivre avec. Pas plus tard que la semaine passée, il y a un petit garçon qui me dévisageait. Puis là, il s'en allait dire quelque chose à sa mère. Puis j'ai lui fait un beau sourire. Mais le petit garçon, il était un petit peu déstabilisé. Fait que il m'a retourné mon sourire, puis il a continué son chemin. Il a dû voir que j'étais pas dangereuse. Mon gars, il est malade, mais il a des grandes capacités. Puis je me dis que les enfants, des fois, quand ils sont malades comme ça, ils vieillissent. Ils sont plus wise que nous autres. Ils ont une grande sagesse. Ils sont faits plus forts. Puis je sais que mon gars va devenir une grande personne. Puis qu'il va réussir très bien. Malgré les handicaps que Charles a, que les petits troubles qu'Annie a, je pense qu'ils vont vivre autant un bel avenir que le moment que j'ai vécu. Mon plus grand désir, c'est d'avoir ma place dans la société comme tout le monde, celle à laquelle j'ai droit, que je sois une personne à part entière. C'est pas parce que j'ai une déficience visuelle et une maladie que je dois être en seconde classe. Je ne peux pas changer le fait que je suis atteinte de la neurofibromatose. Je ne peux pas changer le fait que j'ai subi des opérations sur opération. Par contre, je peux changer la façon dont je regarde la vie. C'est moi qui décide comment je vais vivre ma vie. Vous savez, il est bien plus plaisant de rire que de pleurer. J'ai mes inquiétudes, mes moments d'émotion. Lorsque je vis des situations difficiles, il m'arrive de pleurer. Mais une fois que les émotions sont sorties, je m'attaque à résoudre d'autres problèmes. Je suis une personne qui sort très souvent dans les endroits publics. Je n'y vais pas avec le sentiment d'être différente des autres. En général, je suis une personne positive, dynamique dans tous les projets que j'entreprends. Je suis Ariane Dubuc, 39 ans. Attention, c'est le verbe plus.